Aujourd'hui, la plupart des applications web utilisent un framework. Rails, Django, Symfony, Next.js, on s'en fout. L'important, c'est de vous éviter de réinventer la roue. Le problème, c'est que parfois, on ne sait même plus comment elle fonctionne, cette roue. Et là où ça peut devenir grave, c'est quand ça touche à la sécurité de votre site. Là, vous allez me dire, non, mais Mathieu, le framework gère ça aussi. Alors, oui, mais non. En tout cas, il y a une faille pour laquelle aucun framework ne peut rien pour vous. Et comme par hasard, c'est la faille la plus fréquente du web. Bon, ne paniquez pas, l'invitée que je reçois aujourd'hui connaît ce sujet sur le bout des doigts, elle a même écrit un livre dessus. Et à la fin de cet épisode, je vous garantis que vous aussi vous serez incollable. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Marine, comment ça va ? Salut Mathieu, ça va et toi ? Eh bah écoute, très bien, très bien. On arrive sur les beaux jours là, tu vois, donc une belle journée ensoleillée aujourd'hui, c'est cool. On est début avril. Eh ben écoute, bienvenue sur Tronche de Tech. Donc, on va parler de ton parcours, qui est un parcours on va découvrir ensemble, mais pas mal axé cybersécurité. Absolument. Voilà, un sujet que j'aime bien en ce moment chez les gens qui suivent un peu Tronche de Tech, ils voient doucement dériver le podcast vers de plus en plus d'épisodes de cyber, tu vois. Bref. Du coup, pour commencer, donc j'ai un exercice pour toi. T'as droit à 3 phrases pour te présenter. Donc je suis Marine Duménil et je travaille dans la cybersécurité depuis un peu plus de 4 ans et je suis tombée dans la tech par hasard parce que je suis pas du tout geek de base. Eh ben écoute, super transition. Comment t'es tombée dans la tech alors au début ? Donc j'ai découvert la tech un peu en école d'ingénieur. Moi quand j'étais petite, on n'avait pas trop d'objets techniques chez moi. On avait un ordinateur, mais on utilisait 1 heure par semaine, donc très peu, etc. Donc je connaissais pas trop. Et puis en école d'ingé, on a dû faire un petit projet tech. Avec une copine, on a fait un jeu vidéo. C'était, je pense, mon premier vrai jeu auquel je touchais et où je faisais vraiment du développement. Donc très fun. On a fait un espèce de petit Mario avec des niveaux, etc. Et je me suis dit waouh, ça a l'air trop cool. Je vais voir ce que je peux en faire. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais aller faire un stage de développement et continuer là-dedans. Okay, trop cool. C'était quoi la techno pour ton jeu vidéo ? Alors on faisait du Java à l'époque. Okay. Donc c'était le langage que j'avais appris à l'école. Et donc et pour les interfaces graphiques et tout, il y a des librairies spécifiques en Java pour que tu arrives à faire un Mario ? Ouais, alors en vrai, on n'avait pas fait grand-chose. Enfin, c'était pas très beau ni quoi que ce soit. Enfin, je pense que ça aurait jamais marché comme jeu si on avait essayé d'en faire un truc à partager à d'autres gens. On avait fait des cubes de couleurs qui représentaient les plateformes, etc. On avait essayé d'uploader des petites images pour quand le personnage allait vers la gauche ou vers la droite. Mais bon, c'était vraiment très basique. Ok. Et marrant parce que juste, du coup, t'es en école d'ingé. Moi, mes souvenirs d'école d'ingé, c'est pas des projets de jeux vidéo, c'est plutôt des projets d'optimisation, tu vois, des trucs un peu, je sais pas, c'était pas, voilà, c'était pas aussi marrant. Comment ça se fait ? C'était ton premier projet, c'est direct, ils vous ont dit faites un jeu vidéo ou t'avais le choix de ce que tu faisais ? Ils nous ont laissé le choix. Il fallait qu'on fasse un projet d'informatique. Donc moi j'étais à Supélec, on faisait beaucoup d'électricité et d'informatique. Et ensuite ils nous ont un peu laissé le choix. C'était un petit projet, hein, c'était peut-être 3 mois. Et donc il fallait que ce soit en rapport avec certains de nos cours. On avait un cours d'informatique, voilà. Et on s'est dit bah c'est parti, on va aller voir ce que ça donne. Ok, excellent. Et donc après, donc tu te dis je vais partir là-dedans, mais comment t'arrives sur la cybersécurité puisque t'es quand même aujourd'hui spécialisé là-dedans ? Bah, donc effectivement, j'ai commencé là-dedans. Donc j'ai fait un stage de césure où je suis allée faire du développement web, donc chez Théodo, qui est mon entreprise actuelle, et aussi à Londres dans une start-up.
Et pendant ces 2 stages, j'ai utilisé un outil qu'on branchait à Trello, donc qui était notre outil de ticketing. Et cet outil, il nous permettait, de voir l'avancement de, nos sprints, de nous organiser et cetera, de voir, C'est de la qui gestion était de en projet, en vacances. fait, ouais, c'est Voilà, de ça. la gestion Ouais. de projet. Exactement. Et puis à un moment, l'outil marche plus très bien, je sais pas pourquoi, donc je vais un peu regarder, j'ouvre mes DevTools, je regarde, ce que remontent les différentes routes et là, il y a une route qui remonte les projets et pas que mon projet, en fait, qui remonte une liste de projets et je me dis: «Tiens, et si je regarde un autre projet?» Donc si je prends un des ID de la liste et je regarde et je me rends compte qu'en fait, je peux récupérer, les tickets d'autres projets, qui sont connectés aussi à Trello, qui ont rien à voir avec, la boîte dans laquelle je suis. Donc voilà. Ça, c'est une IDOR. C'est, quand on peut accéder, c'est un type de faille de contrôle d'accès où on peut accéder à des objets qui nous appartiennent pas et qui appartiennent à d'autres utilisateurs. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça, assez fun en vrai C'est sur le coup. ta première faille de sécurité que tu as C'est ma trouvée, du coup? première faille de Incroyable, sécurité. trop bien. Voilà, trouvée par hasard et Mais du coup, c'est marrant parce qu'en fait, je veux dire les aiders, donc ce que tu as expliqué, c'est souvent c'est ça, c'est tu as accès à un identifiant et tu devrais avoir ce qu'on appelle du scoping en fait, c'est-à-dire dire les identifiants, tu as accès qu'aux tiens en fait, que c'est pas un ouais, projet qui t'appartient. Donc là, tu vois tout. Mais là, du coup, c'est souvent ce qui de mon expérience, ce qui se passe, c'est que, tu as un ID 1 et tu essayes un ID 2, 3, 4, il faut essayer ça un peu sur toutes les routes. Là, toi, tu as un espèce d'index avec une liste de tous les projets où il y a déjà tout qui remonte. Donc en fait, ça veut quand même globalement, ça veut dire que ouais, ils avaient un gros problème et ils avaient quand même des espèces de en fait, c'est un truc que j'ai peut-être pas assez insisté, je trouve qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui font pas bien la différence entre front et back et du coup, se rendre compte que la sécurité, ça se fait pas dans le front, en fait. Tu ouais, c'est un gros sujet, hein. Il y a plein de choses, il y a plein de contrôles qui sont souvent mis en front. Même on le voit, par exemple, sur, quand on se crée un compte sur n'importe quel site et puis on nous dit: «Il faut que vous ayez, un mot de passe long» et cetera. Puis ensuite après tu peux te créer n'importe quel, compte utilisateur, comme tu veux ou effectivement des routes qui sont accessibles, sans autorisation et sans authentification alors que, Mais il est bien ton exemple du mot de passe, effectivement. C'est souvent, on met les protections du mot de passe en disant minimum 8 caractères dans le front, et en fait, dans le back, il n'y a aucune protection. Et donc, si toi, tu le fais directement via l'API, et du coup, moi, je dis ça, et j'essaie de dire ça à mes équipes, tu vois, en fait, dans le front, c'est que de l'UX, en fait, c'est de la user experience. L'important, c'est de mettre les sécurités dans le back. Si tu les remets dans le front, c'est juste pour éviter des allers-retours qui te disent désolé, il faut 8 caractères, désolé, il faut que ce soit un mot de passe mmh, compliqué, etc. Ok. ouais, exactement et c'est très bien de les mettre dans le front, ça aide les utilisateurs, Ouais. mais le plus important et la première protection à mettre, c'est vraiment dans le back Back, ouais. donc Ouais, ouais, bien comprendre qu'effectivement le front, c'est vraiment complètement manipulable. Le front est une interface pour toi, pour que tu puisses interagir avec un système, mais en fait, n'importe qui peut redévelopper son propre front, et si tu as envie de faire un front qui ne met pas de limite de mot de passe, de taille, tu peux, ouais. OK. mmh, clairement. Alors, désolé, j'embraye un peu là-dessus, mais tu as dû voir, parce que tu as fait de la sensibilisation de dev à de la cybersécurité. C'est de la pure curiosité là, parce que est-ce que c'est un truc que tu vois aussi, ce manque des fois de recul sur front versus back? Oui et surtout sur, l'autorisation, enfin tout ce qui est Ouais. contrôle d'accès. Moi, c'est un peu, un de mes gros chevals de bataille en ce moment, c'est, vraiment, réussir à mettre en place du contrôle d'accès qui soit pertinent et on en parlera peut-être plus tard, mais j'ai développé un outil qui justement en Spring qui aide à faire ça. Parce que je vois que très régulièrement, nos API, elles sont pas protégées par, du contrôle d'accès parce qu'on s'est dit: «Ah mais cette page, dans le front, elle est pas accessible à mon utilisateur. Dans le front, il peut pas la voir, il peut pas y accéder». Et on se dit pas: «Attention, la route, elle est exposée sur internet et n'importe qui peut l'appeler, Ouais. directement». Oui, oui, bien sûr, ouais, tu peux tester des noms de routes, ou des fois, enfin bref, il y a des moyens de les Mmh. trouver effectivement, même ne serait-ce que du brute force des fois qui suffisent, hein, et ça peut être très Ouais. embêtant, ouais. OK. OK, et donc tu me disais, donc tu trouves ta première faille et après tu pars tout de suite, ou qu'est-ce que tu fais ensuite? Oui, du coup, enfin ensuite donc je me suis un peu posé la question, j'en avais pas mal parlé à mon manager et j'ai trouvé ça assez intéressant et donc là, je décide de changer, de majeur, pour ma dernière année d'école. Donc j'écris une lettre à Supélec et je leur dis: «Voilà, en fait, finalement, j'ai envie d'aller faire de la cybersécurité». Donc super, j'ai été acceptée dans la majeure de cybersécurité
Et donc j'ai fait ma dernière année. Ensuite, je suis allée travailler donc chez Mazars, qui est une grosse boîte de conseil où j'étais dans la partie cybersécurité. On faisait de l'audit et des tests d'intrusion. J'ai trouvé qu'il y avait des parties intéressantes et j'ai appris des choses, mais j'ai trouvé qu'on faisait beaucoup de haut niveau, beaucoup d'organisationnel où on parlait plutôt aux dirigeants, mais en fait, on parlait pas trop aux équipes techniques et les choses étaient pas corrigées derrière. OK. Donc ça m'a pas mal frustrée. Moi, C'est quoi? j'aimais bien. C'est des rapports de tests d'intrusion, ce genre de choses ou? Oui, c'est ça, ou des recommandations un peu génériques de attention, parce qu'on faisait aussi par exemple du physique, donc aller voir est-ce qu'on pouvait rentrer dans une entreprise sans badge ou sans avoir les accès, etc. Donc c'était assez fun, mais bon, souvent on y arrivait, enfin, Ah ouais. soit à hacker les sites, soit à rentrer dans les établissements où on n'était pas censé rentrer. Toi, tu l'as fait? Et Tu as fait des tests d'intrusion physique? ouais, j'ai fait Ah quelques tests d'accord. d'instruction physique, OK. OK. donc voilà, assez fun aussi, mais très frustrant de voir qu'après derrière il y a rien qui change. Mmh. Mmh. Et donc j'ai bien aimé quelques mois, mais je sentais que j'étais pas à un endroit où je pouvais améliorer les choses. Et donc j'ai décidé finalement de partir et de retourner chez Théodo où j'avais fait du coup un stage de césure, parce que j'avais gardé des liens avec des membres et cetera, de, heu, de Théodo. Et on m'a dit: «Bah, trop bien, si tu veux faire de la cybersécurité, bah, viens faire de la cybersécurité dans le développement web». Et donc ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on a monté la practice cyber chez Théodo pour faire de la cybersécurité, former les développeurs et aider aussi en externe. Qui était pas alors, qui quand tu arrives de chez Mazars, c'est déjà existant ou c'est pas encore vraiment en place? C'est un Non, c'est pas en place. Il y avait un groupe de gens en interne qu'on appelle toujours la guilde sécurité, qui donc c'est vraiment en interne pouvoir avoir un pool d'experts qui répondent aux questions des développeurs, qui font de la sensibilisation, des petites formations de temps en temps. Mais ça restait très, très interne. Et donc on écrivait aussi une newsletter, par exemple, qui était surtout interne, qui s'est ouverte depuis à l'externe, mais qui était surtout interne. Enfin vraiment très tournée, former les développeurs en interne et répondre à leurs questions. parce que dans Théodo, c'est du consulting en développement, c'est ça? Oui, c'est C'est ça? ça. Ce qu'on fait, c'est, on développe des applications sur mesure pour des clients. Et donc Oui, donc tu vas pas voir des gens, des devs extérieurs pour leur expliquer la cybersécurité, c'est plutôt toi, faire en sorte que tes développeurs de Théodo délivrent des trucs qui soient sécurisés. donc ça, c'était surtout le but initial. Et après, quand on a monté la practice cyber, là, l'objectif, c'était aussi de Bah, former en externe, faire des tests d'intrusion, aider des développeurs à corriger et en fait que cette fois-ci, contrairement à ce qu'il y avait chez Mazars, cette fois-ci ce soit fait réellement et que quand on s'en va, c'est corrigé, il y a tout qui est bien mis en place et on est sûr qu'on va pas se faire hacker. parce que parce que vous retestez a posteriori? Parce que moi, j'ai de souvenir des tests d'intrusion, il y avait ça, il y avait une phase de testing, un rapport et une phase de retesting pour vérifier que effectivement ça a été bien corrigé correctement. C'est comme ça que ça marchait aussi chez Mazars? Alors chez Mazars, souvent en fait, on avait une phase de retesting mais 3 ans après et il y avait rien qui avait changé. 3 ans, ouais, punaise. Donc en fait, enfin moi c'est je et justement les failles étaient pas corrigées et le rapport était quand même plus à l'intention des dirigeants, du COMEX, et cetera, que en tout cas, ce qu'on essaye de faire, par exemple, chez Théodo, c'est on va essayer de mettre vraiment le bout de code pour corriger. Vous devriez utiliser telle librairie, vous devriez écrire ça de telle manière, et on va vraiment faire un rapport très technique. Mmh. En tout cas, qu'on va essayer de rendre plus technique pour que les équipes de développement, elles aient plus grand chose à faire et qu'elles aient toutes les clés en main. C'est ça la différence ou, parce que du coup les différences que tu mentionnes, il y a l'interlocuteur, il y a le fait de faire un rapport plus technique. Est-ce qu'il y a pas aussi les typologies de boîtes que tu adresses, tu vois? Est-ce que c'est pas aussi lié à la boîte que tu as en face? Peut-être aussi un petit peu, mais je pense que le fait qu'on parle avec les techs, ça change vraiment beaucoup de choses. Parce qu'on parle aussi, Mazars, c'était beaucoup de grandes entreprises et là, ça arrive quand même de faire des missions pour des grandes entreprises, mais la vraie différence, c'est qu'on est intégré dans l'équipe technique et donc heu, on va leur apprendre ce qu'on fait. On va leur dire: «Bah, là, en fait, ce que je fais, c'est je vais appeler telle route qui est accessible depuis ton bac.
sans passer par ton front Mmh. et je peux bypass ton contrôle d'accès. Et donc, ce que tu devrais faire, c'est mettre une annotation, c'est vérifier est-ce que ton utilisateur il a bien les droits, etc. OK. Vous faites un peu d'exploitation ou pas? Juste parce que ou pas du tout? Un petit peu, mais souvent que sur les environnements de pré-prod. On va essayer de limiter la casse, mais c'est vrai que sans impact, les équipes, elles ont moins de facilité à se rendre compte de la gravité. Ouais, c'est ça. C'est exactement l'objet de ma question. C'est-à-dire qu'en fait, l'exploitation, déjà, c'est très rigolo, d'une part, faut faire très attention, mais c'est très rigolo. Et quand tu exploites, les devs, ça les marque, en fait, hein. Quand ils ont vu quand tu leur dis, ah ouais, t'as fait un console log ou t'as un alerte JavaScript, là, ils disent, ouais, super. Par contre, quand tu leur as montré, tiens, j'ai récupéré tous les comptes de tous tes users, les mots de passe, les machins, tiens, j'ai changé le mail de quelqu'un. Là, tu dis, ah oui, en fait, je vais peut-être le corriger, ouais. Ouais, clairement. Ok. Bon, ben cool. Donc, et alors Théodo, donc la newsletter, ce que t'as pas dit, c'est que la newsletter, c'est devenu un truc assez cool aussi. Oui, c'est vrai. Donc la newsletter, ça marchait super bien. Tellement bien qu'on a eu des développeurs qui nous ont répondu ensuite en nous disant qu'ils avaient corrigé des failles. Donc, En hyper découvrant ce que c'était, en gratifiant. fait. Ouais, en découvrant ce que c'était. Notamment, ça a été le cas sur une open redirect. Donc une open redirect, c'est quand dans l'URL, souvent dans l'URL, on redirige, donc on récupère un paramètre dans l'URL, par exemple. C'est ce qu'on fait quand on a un login. Donc on login notre utilisateur et il essayait d'aller sur la page mon compte. Et il va se login, donc on va le rediriger sur la page de login, et à la fin, on va le rediriger sur la page mon compte. Et une des stratégies qui est prise par pas mal de développeurs, c'est de mettre un query params, donc point d'interrogation, redirect égale mon compte, et à la fin de la redirection, à la fin du login, on va rediriger vers son compte. Et Alors ben, juste, attends, juste ouais, que j'ai bien compris le vas-y. cas que tu présentes. En gros, c'est toi, je sais pas pourquoi tu veux, enfin, t'as un mail qui te dit, je prends un exemple de chez Akazi, par exemple. Tu vois, chez nous, t'as un mail qu'on t'envoie en disant, allez faire telle action dans votre compte. Et donc là, t'as un lien avec l'URL de la page où tu peux faire ton action. Quand tu Mmh. cliques là-dessus, normalement, tu y arrives, sauf qu'en fait, là, tu n'es pas logué, en fait. Et c'est une action que tu peux faire que quand tu es logué. Donc, tu te retrouves sur la page qui te dit log-toi, mais cette page, il faut qu'elle se rappelle où elle veut que tu ailles. Et c'est là que tu dis, il y a le query param qui permet de se rappeler et qui permet de faire la redirection une fois que tu te login. C'est ça ton mécanisme. Ouais, Ok, exactement. très clair. Ok. Et donc, la faille qu'il peut y avoir derrière, c'est si jamais on vérifie pas ce qu'il y a dans le query param Mm, mm. et qu'on met un autre site, par exemple, donc j'en sais rien, sitemalveillant.com, et que on récupère ce query param, on vérifie pas et on redirige directement sur sitemalveillant.com. Et ben, si le site malveillant.com, il est exactement comme le site précédent, etc., ou alors qu'il me fait faire des actions comme mettre ma carte bancaire et que moi j'ai l'impression d'être sur un bon site, et ben ça va être problématique. Et donc il y a eu un problème comme ça avec La Poste. C'est une des histoires de notre livre d'ailleurs. Et bien, il y avait même des QR codes qui étaient déposés dans les boîtes aux lettres des gens. Et sur La Poste, il y avait une open redirect, et donc ça redirigeait vers un faux site de La Poste. On disait, on n'a pas pu livrer votre colis, il faut que vous payiez 1 €. Ok. Et voilà, et les gens Ils mettaient leur carte utilisaient, bancaire. alors ce que tu me dis, c'est qu'ils utilisaient, il y avait la faille Open Redirect et ils utilisaient un QR code pour que les gens, en fait, les gens passaient quand même vraiment par l'URL de la poste et étaient redirigés. Ah ouais, c'est fort. Ouais, Ok, donc tu avais vraiment quand exactement. même une URL de la poste quand tu scannais le truc, ouais. Incroyable. Voilà. Ok. Ok. Donc, enfin, et en racontant cette histoire, on a des développeurs qui nous ont dit: «Ah, mais on avait cette faille dans notre site et on l'a corrigée». Et donc voilà, enfin, et plein de petites histoires comme ça de gens qui nous ont raconté des choses qu'ils ont corrigées. Alors dis-nous juste quand même, c'est quoi le bon correctif là Donc pour que les le gens bon repartent pas avec. correctif, ouais, bien sûr. Une bonne chose à faire, c'est de vérifier que on redirige toujours vers son propre site et que du coup on met un URL relatif et pas absolu. Donc si j'ai slash mon compte, je vais rediriger vers monsite.com/mon compte. Et si je redirige vers monsite.com/https attaquant.com, là ça va pas marcher. Donc comme je redirige que vers du relatif, il y aura pas de problème. Ça, c'est la meilleure chose à faire pour s'en protéger. Et après, on peut aussi vérifier que ça, enfin, parce que parfois on veut rediriger effectivement vers un site externe. C'est le cas par exemple sur YouSign, quand on veut faire signer quelqu'un et on redirige vers un autre site. Là, faut vérifier que ça commence bien par https yousign.com par exemple. Mmh. On va Ouais. vérifier le début de l'URL.
Ou tu peux, ouais, ou carrément tu whitelist toutes les URL que tu autorises, si tu autorises pas toutes. Exactement. Mais des fois, c'est un Ça peu règle le liste. rébarbatif, quoi. Ouais. Les gens aiment pas parce que du coup, à chaque fois, tu dis: «Ah, faut que je rajoute mon URL et tout», donc on n'aime pas, mais c'est vrai qu'au moins c'est safe, quoi. Exactement et c'est hyper important, on le répète souvent dans nos histoires et dans notre livre, c'est important de faire, une whitelist et pas une blacklist Mmh. parce que, la On blacklist, se trompe tu tout le sais temps. jamais, un attaquant, il pourra toujours trouver un nouveau moyen. C'est clair, ouais, c'est clair. Donc, Et donc du coup, donc la newsletter devient un bouquin? voilà, donc on en a écrit un livre qui s'appelle «Il était une faille» avec Paul Molin, un de mes collègues aussi qui est membre de la Guilde Sécurité et donc il est sorti en décembre et il raconte, selon, 12 thèmes, différentes histoires de sécurité qui sont vraiment arrivées, qui ont, souvent eu un peu d'impact dans la presse ou en tout cas dans le milieu de la tech et en expliquant les bonnes pratiques, comment on aurait dû faire pour s'en protéger et donc comment nous, quand on développe notre site, à quoi on doit penser pour, que ces failles arrivent pas aussi. OK. Ouais, bah, écoute, je l'ai lu, je l'ai trouvé trop cool. Effectivement, il y a ce côté, je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a la faille, il y a la vraie conséquence et ça, je pense que c'est marquant et en plus, il y a après effectivement comment on s'en prémunit de manière assez, ouais, assez abordable, en fait. Je trouve que tous les trucs de sécurité sont pas toujours abordables, tu vois? Tu vas sur le WASP top 10, tu dis: «OK, voilà le top 10», mais bon, le top 10, pourquoi, quoi? Voilà. Donc je conseille vivement Ouais, si vous avez l'occasion. je les OK. mets d'ici là, Ah bah ouais, mmh, trop bien. Oui, oui. donc Pour ceux qui ont la vidéo. Cool, cool. Et donc du coup, et donc maintenant tu fais quoi là? donc là, je suis, chez Théodo OK. je travaille actuellement sur, une mission, pour, BPI France, donc OK. grande banque d'investissement française et donc justement, on les aide à sécuriser. Ce que ça veut dire, c'est mettre en place des, techniques de défense en profondeur pour, s'assurer que OK. à chaque fois que les développeurs codent, ils évitent d'introduire des failles et notamment, on travaille beaucoup sur un outil avec un de mes collègues qui s'appelle Spring Access Inspector, qui est un outil open source qu'on a développé qui vise à sécuriser, à s'assurer que le contrôle d'accès est bien fait. Comment on fait ça? C'est, cet outil, il va scanner, le code, faire un abstract syntax tree, donc analyser, syntaxiquement le code Mmh. et voir et extraire le contrôle d'accès qui est sur les différentes routes OK. et comme ça, en un coup d'œil on peut voir, le contrôle d'accès. Ça permet d'avoir des discussions avec le métier, des discussions avec les PO et cetera et on se rend compte aussi quand il y a des routes où il y a pas de contrôle d'accès et que c'est pas normal. Et en fait, on en trouve, très régulièrement donc c'est vraiment un sujet et pourtant on a mis en place, des tests et cetera. On a mis des choses dans la CI pour éviter que ça arrive, mais il y a toujours une route où le contrôle d'accès a pas été bien compris entre les développeurs et le métier et puis, en fait, il y a eu un décalage quand on a codé et donc on se retrouve avec une faille. Ouais, le contrôle d'accès, est-ce que c'est la première faille, c'est la faille la plus fréquente, le problème de contrôle d'accès, c'est ça? Ouais, Ouais. absolument, c'est le top 1 du top 10 de l'OWASP, dont tu parlais juste avant et donc c'est la plus dangereuse et la plus fréquente La donc plus fréquente, ouais. voilà. Mais oui, parce qu'en fait, elle est pas, tu vois, on pourrait peut-être comparer avec d'autres trucs, mais on pourrait peut-être parler de XSS ou de choses comme ça, mais c'est vrai qu'elle est pas, comment dire? Elle est spécifique à chaque entité. C'est-à-dire tu peux pas la Mmh, mettre, tu vois, le XSS, tu peux mettre des mécanismes dans ton framework, en fait, qui, par défaut, empêchent les XSS. On expliquera après le XSS. Mais le contrôle d'accès, en fait, c'est spécifique à chacun. Donc, tu peux mettre, des librairies qui disent, «Ouais, ça permet de forcer ou d'interdire tout par défaut» mais tu es obligé d'implémenter à chaque fois un contrôle d'accès pour chaque route en disant, qui a le droit d'accéder à quelque chose et c'est très facile d'oublier. ouais, ouais, absolument, c'est beaucoup trop métier pour, être automatisé Ouais, c'est ça. donc c'est beaucoup plus complexe. Ouais, moi, ce que j'essaye de faire, chez nous, enfin, tu vois, avant le contrôle d'accès, tu as je sais pas si c'est la même chose, mais c'est le scoping, en fait. C'est le fait de dire, hem, on a des alertes dans notre code qui, quand tu essayes d'accéder à un objet, de manière directe, qui te lève une alerte, en fait. Il dit: «Tu devrais pas accéder, tu devrais pas récupérer cet objet de la base de données tout seul. Tu devrais toujours y accéder par son parent». C'est-à-dire, si je prends un exemple, tu as une entreprise, ça va être nous la Current Company, c'est le scope, tu es logué dans cette entreprise et tu veux accéder à ces factures, bah tu fais pas facture find, tu trouves pas la facture avec l'ID, tu dis je fais Current Company point Mmh. facture point find. Tu trouves dans le Ah oui. scope des compagnies. Et en fait, ça te si tu forces ce truc-là
et que tu as des alertes dessus, ça réduit en tout cas les erreurs, je trouve. Ça te force à... Et vous avez utilisé une librairie pour faire ça ou c'est du code Non, 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 développé? c'est, non, pour le coup, bah, enfin, après nous, c'est du Rails, tu vois? OK. Et donc, Rails, tu as le concept de current user qui est le user qui est logged in, quoi. Donc voilà, c'est qui tu es, en fait, qui est défini par ta session. Mais après, tu as, du coup, c'est du, comment ça s'appelle? Du statique, de l'analyse statique de code. Donc, il va tourner toutes les nuits sur ce code-là et qui te dit: «Attention, là, tu es en train d'accéder à un objet de manière directe». Et donc, dès que tu accèdes, tu OK. es obligé de le vérifier. Tu vas te dire: «Attends, est-ce que c'est vraiment vrai?» Et donc, évidemment, tu peux accéder à des objets de manière directe dans certains endroits du code, mais il y a d'autres endroits, qui sont notamment les points d'entrée, des API. Là, il faut pas. Et donc, on a ce truc-là. Effectivement, ça réduit. Enfin, moi, j'ai été vacciné, je me suis fait, j'ai déjà raconté, je crois. C'est arrivé une fois, tu sais, de se faire, récupérer toute la data, parce que Mmh. problème de contrôle d'accès. Et après, tu y penses pas mal. Ah ouais, mais c'est trop bien. Moi, j'aime trop les petites astuces ingénieuses comme ça pour mettre en place des meilleures pratiques de sécurité. Ouais. Et, effectivement, ce qu'on voit, c'est quand même que les gens qui se sont déjà fait attaquer, ils sont beaucoup plus sensibilisés que les autres. Et bon, bah malheureusement, il y a toujours les autres. Mais donc, bah, c'est pour ça que qu'on raconte des histoires avec mes collègues. On se dit, bah si machin il s'est fait attaquer, voilà son histoire. Et en fait, ça imprègne beaucoup les gens, les histoires, ils s'en souviennent, etc. Ouais. Et Ouais, ouais, je donc suis ça aide. d'accord. Les vraies conséquences. Et allons-y, tu peux m'expliquer la XSS? Du coup, on a teasé sur la XSS. Ouais. Euh, et ben, je peux raconter donc une XSS en particulier. C'est en interne à Théodo, on va avoir des projets et donc ce qu'on fait, c'est on prend 45 minutes ou 1 heure pour aller regarder leur code et discuter de qu'est-ce qui est bien fait ou qu'est-ce qui est mal fait et où sont leurs doutes. Et donc on va voir un projet et on leur dit bon bah alors qu'est-ce qui est mal fait dans votre code? Et ils savent pas trop et donc on va regarder et nous on a un petit red flag, c'est on fait beaucoup de React et dans React, il y a une fonction qui s'appelle dangerously set inner HTML. Et donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle permet de bypass l'encoding par défaut de React. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y a du JavaScript qui est exécuté dans le navigateur, il est exécuté parce qu'on l'a écrit et qu'il vient de notre code. Mais par défaut dans React, s'il y a une entrée utilisateur qui est mise dans le site, et ben le JavaScript il va pas être exécuté parce qu'il va être encodé. Donc ça veut dire qu'on va transformer tous les caractères qui seraient interprétables en HTML par une représentation, par un encoding HTML. Donc par exemple, le chevron ouvrant, il va être remplacé par un esperluette LT pour lower than, point virgule. Voilà, peut-être que tu as déjà vu, enfin, je Oui, pense que oui, tu as déjà vu ça. ouais. Et donc, bah, tout ça, c'est fait par défaut dans React. Donc, c'est trop bien. On est protégé par défaut d'une XSS, Donc c'est-à-dire du code exécuté JavaScript. tu rentres ton prénom et puis tu mets une petite balise, script, alerte, machin, hop, bah, ce truc-là, il va être transformé pour que, comment dire? Pour que ton navigateur puisse pas se tromper, en fait, puisse pas l'interpréter comme, tiens, une alerte, quoi. Ouais, exactement. OK. Et donc, bah, ça va s'afficher tout comme ça. Il y aura mon prénom, script, quelque chose, et voilà. Et donc, bah, quelqu'un qui ira sur ma page, Il se il va rien demande se passer. Il va juste se dire drôle de prénom, bizarre. Mais donc, on peut bypass cet encoding en utilisant cette fonction dangerously set inner HTML. Et c'est ce qui a été fait du coup dans ce projet. Donc on va regarder et en fait, il récupérait bah, des informations et il les passait dans le dangerously set inner HTML qui permet bah, d'exécuter et donc de mettre du HTML ou du JavaScript. Et donc on leur demande bah, d'où viennent les entrées qui sont mises dans le dangerously set inner HTML, parce que si c'est des entrées codées en dur de notre côté, il y a pas de problème. Ouais, oui. Et en fait, ça venait de commentaires Google sur l'entreprise. Et donc en fait, bah, les commentaires Google, il s'avère que n'importe qui peut écrire ce qu'il veut, hein, forcément. Je peux aller commenter le resto du coin et mettre quelque chose. Et si je veux, je peux écrire bah, du code. Alors heureusement, Google fait ce que cette équipe aurait dû faire, c'est-à-dire de sanitiser. Donc sanitiser, c'est enlever tout ce qui est dangereux. Donc si je mets mon prénom, script, quelque chose, bah là, ça va complètement être supprimé. Il y aura plus que mon prénom. Euh, et donc heureusement, c'est ce que faisait Google. Mais normalement, la bonne pratique, c'est d'utiliser une librairie, par exemple DOM Purify en React, c'est ce qu'on utilise nous par défaut,
qui va sanitiser l'input et enlever tout le contenu dangereux. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'en fait, ils étaient juste allés copier-coller la documentation. Donc, dans la documentation pour inclure des commentaires Google. Enfin, en tout cas, il y avait un exemple pour inclure des JSON. Et il y avait le Dangerous Set Inner HTML. Donc, voilà, un peu choquant. Et donc, on est allé, on a réfléchi au sein de la guilde à comment on pouvait améliorer cette documentation. Donc, écrire attention, c'est dangereux, parler du fait de sanitiser, etc. Et faire une pull request pour proposer à la documentation pour proposer une amélioration de la documentation. Ne mettez Voilà. pas ça comme exemple de bonne pratique. Ouais, c'est clair. Exactement. Donc, voilà. Et c'est une des premières fois où j'ai commencé à faire, à m'intéresser en tout cas à l'open source et un peu à la communauté, ce qui était fait. Ok. Ça, c'était quand? C'était au tout début? Ça, c'était, il y a peut-être, je sais pas, en vrai, il y a 2 ans, 3 ans. Donc, Ok. Et t'as fait d'autres trucs open source depuis? donc j'ai fait mon outil, la Spring Access Inspector. Ouais. Et j'ai pas mal bossé dessus. Et puis après, ça m'est arrivé d'aller regarder quelques trucs. J'ai eu plusieurs tests d'intrusion où j'ai vu des utilisateurs des développeurs qui avaient utilisé la fonction decode au lieu d'utiliser la fonction verify pour un JWT. Ça veut dire qu'on vérifie pas la signature. Donc un utilisateur peut modifier, par exemple, la date d'expiration du JWT. Et donc, reste 2 secondes dessus, c'est intéressant, ça qu'on comprenne bien. Vas-y, je pense que c'est intéressant. Ouais. Alors, donc un JWT, comment ça se compose? Il y a le header qui contient des informations sur l'algorithme qui est utilisé. Ensuite, il y a le payload où on va avoir plusieurs informations sur l'utilisateur, des clés, etc. Et à la fin, il y a la signature. Et la signature, c'est une concaténation du header et du payload en base 64 avec un algorithme de chiffrement qui est spécifié dans le header. Et c'est ça qui s'assure que le JWT, il est intègre. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas été modifié par quelqu'un. Imaginons dans mon JWT, dans la partie payload, j'ai mis mon rôle de l'utilisateur et j'ai mis user. Si quelqu'un s'amuse et modifie user en admin, parce que comme c'est un base 64, c'est facile à modifier, ma signature, elle sera invalide. Donc, juste le JWT sera refusé. Sauf si on utilise la fonction décode. Et dans ces cas-là, on décode juste le base 64 et on vérifie pas la signature au passage. Et donc, l'année dernière, j'ai fait, je crois, 2 tests d'intrusion où j'ai trouvé cette faille. Et donc, c'est quand même assez basique et c'est très, très dangereux. Donc voilà. Donc, du coup, je suis allée faire une petite pull request sur la lib pour essayer d'améliorer ça et proposer de renommer le décode en unsafe décode. Et aussi de réfléchir à comment on peut améliorer la documentation qui pourtant est déjà assez exhaustive sur ce point-là. Mais en tout cas, oui, parce qu'en fait, ce que tu devrais avoir en fait, le problème de ces trucs-là, c'est donc pour redire ce que tu disais sur le décode et la signature, c'est vrai que c'est comme si tu avais de la data en clair, que tu pouvais la lire et que tu as en dessous un truc qui est signé. Mais en fait, cette data, elle peut être n'importe quoi. C'est juste cette signature qui s'assure que la personne, c'est vraiment ça qu'elle voulait passer. Voilà. Et en fait, si tu as des méthodes qui disent, regarde la data et une méthode qui vérifie la signature, si tu les utilises pas correctement, du coup, tu peux toujours lire la data et la prendre pour acquis si tu la vérifies jamais. Alors qu'en fait, ce que tu devrais avoir, c'est une méthode une seule méthode qui te renvoie rien si la signature n'est pas bonne et qui te renvoie la data si la signature est bonne. En fait, tu devrais avoir un tout ou rien dans ce cas-là, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok, excellent. D'ailleurs, dans les dernières versions, la méthode décode, elle est même plus accessible directement. Elle est private, en fait, faut qu'elle soit privée. Mais elle peut quand même être utilisée. Enfin, elle est pas private. Elle est plus cachée, mais elle est pas private. Donc voilà. Donc c'est parce que effectivement, il y a des gens qui parfois ont juste besoin de décoder et ont pas besoin de vérifier une signature parce que je ne sais pourquoi, mais en tout cas, c'est pas un JWT où ils ont. Mais c'est une très mauvaise pratique et c'est dangereux. Non, c'est clair. Du coup, c'est d'où les mécanismes de sensibilisation. Ok. Attends, et je voulais revenir sur la XSS parce que j'ai pensé à un truc. Désolé, je nous fais faire des allers-retours, mais la XSS aussi, il y a un truc. Donc la XSS, pour revenir sur ce que tu expliquais, c'est la XSS. Donc on a une entité externe, un utilisateur ou quelqu'un qui peut faire exécuter du code à quelqu'un d'autre. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que si tu veux, il y a quand même plusieurs niveaux de criticité des XSS. Typiquement, quand tu as une XSS
sur ton compte perso et qu'il y a que toi qui as accès à ton compte perso et il y a que toi qui vois la data enfin, c'est pas très grave parce en soi, tu te fais exécuter du code à toi-même. Donc, bon, ça peut être embêtant, hein, parce que si c'est combiné avec une autre faille, il y a quelqu'un Ouais. qui peut insérer du code dans ton compte en prenant, bref, je veux pas rentrer dans ces détails-là, mais je voulais peut-être que tu expliques ton expérience là-dessus pour expliquer qu'il y a différents quand même niveaux de criticité là-dessus. Ouais, absolument. Bah, on parle de 2 grands niveaux, parfois 3, mais je parlerai pas trop, de la troisième. Mais on parle de reflected ou de stored XSS. Donc reflected, c'est effectivement, je mets du code et il est exécuté. Hem, Par exemple, ça peut être, sur mon compte, par exemple, dans un commentaire et c'est moi qui vois l'exécution au moment où j'appuie sur entrée ou au moment où je soumets. Ça peut être dans une URL aussi, par exemple. Le risque du reflected, c'est quand même que, par exemple, dans une URL, on peut envoyer l'URL à quelqu'un via du phishing et qu'elle sera quand même exécutée sur son compte. Et après, il y a le stored, où là, ça va être enregistré en général en base de données, hein. Ça peut être enregistré dans un fichier, mais c'est souvent du base de données. Et donc là, c'est je mets un commentaire quelque part et ensuite, quand quelqu'un ira voir ce commentaire, eh ben, le code sera exécuté à nouveau et là, il sera directement attaqué. Donc effectivement, les stored, elles sont beaucoup plus dangereuses que les reflected. En fait, les reflected, il faut quand même une autre étape nécessaire. Faut avoir du phishing, faut avoir réussi à partager le lien ou que quelqu'un aille sur ton compte et se connecte au moment où c'est quand même plus compliqué. Compliqué, ouais. Mais dans les stored aussi, enfin, dans les stored, il y a celle que tu stores et que c'est de la data qui est affichée que dans ton compte, donc ça ressemble un peu à une Ouais. reflected. Il y a la stored où, comme tu dis, c'est dans les commentaires, par exemple, d'une page de produit. Donc en fait, tous les autres utilisateurs peuvent l'avoir. Donc là, tout d'un coup, tu exécutes du code sur le truc de tout le monde. Oui. Et moi, celle à laquelle je pense, parce que je l'ai vue, elle n'a pas été exploitée, mais on l'a vue, c'est celle où tu mets dans ton compte et en fait, elle est pas visible par les autres utilisateurs qui ont les mêmes niveaux que toi, en fait, qui sont des clients de l'appli, mais elle est visible par le back office. Ah oui. Et donc du coup là, toi en tant que personne, tu peux faire exécuter du code sur l'ordinateur d'un admin en gros. Mmh. Et donc ça, effectivement, du coup souvent elles sont un peu aveugles parce que les gens les voient pas puisqu'ils ont rarement accès au back office. Mais quand ils le font et qu'ils vérifient qu'elle marche, après souvent ils peuvent potentiellement gagner l'accès au back office ou ce genre de choses, quoi. Ouais, absolument et du coup avoir les données de tous les Ouais. utilisateurs et Ça ça revient au peut même, en devenir fait. très dangereux. Donc OK. ouais, Bon, ouais, trop c'est sûr. trop cool. Voilà, désolé, je voulais revenir sur l'XSS parce Bah que je trouvais non, que très c'était hyper intéressant. hyper intéressant. Voilà, il y a eu une XSS dans chess.com il y a pas très longtemps. On a écrit une newsletter là-dessus Ah, faut que je où on regarde. pouvait justement, mettre du code dans son profil utilisateur OK. et donc c'est sur mon profil, mais si quelqu'un, par exemple, veut devenir mon ami, il va sur ma page et ça exécutait le code, et je pouvais voler sa session. Yes, OK, OK. Et du coup, avoir un hello de ouf aux échecs, quoi. Voilà, exactement. Se faire passer pour, comment il s'appelle? Je me rappelle plus du nom. Magnus Ouais, Carlsen, Magnus Carlsen, exactement. absolument. Cool. Écoute, Marine, on a vu plein de trucs, c'est trop bien. J'ai plein de questions pour toi encore. La suivante, c'était, si je te demande, une opinion tranchée sur un sujet, ce qui te vient en tête? Dans le milieu de la cybersécurité, on parle beaucoup des certifications. Il y a plein de certifications qui existent différentes. Il y a de l'ISO 27001, du HDS, du NIS2, enfin bref, plein de trucs et aussi plein de certifications personnelles qu'on peut passer, être PASI, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je trouve que très souvent, les certifications, c'est un peu bullshit, voilà, et que ça apporte pas forcément. Enfin, j'ai vu des gens certifiés qui étaient pas très forts, et j'ai vu des gens qui ont jamais passé de certification, mais qui sont des brutes qui trouvent des failles incroyables, etc. Et pareil, il y a des entreprises, ils passent la certification pour passer la certification, et ils ont pas de vraies démarches d'amélioration de sécurité derrière. Donc voilà, moi je suis un peu partagée sur ça. Enfin, je pense que dans beaucoup de cas, ça sert pas et heu et c'est dommage de s'y attacher autant. Heu et je pense que c'est beaucoup quelque chose de politique aussi. Ouais. Donc voilà, j'aime pas trop la politique en général et les certifications, c'est très politique. C'est je vais être SecNumCloud et comme ça, on va pouvoir être utilisé en France.
c'est bon pour la politique, c'est bon pour le marché probablement, mais ça garantit pas forcément un niveau de sécurité énorme. Après, je suis pas un expert et tout de comment ça marche, mais tu vois, les certifications, j'ai vu des choses où il y avait vraiment beaucoup de paperasse et tu te dis: «Mais en fait, la paperasse, c'est ce que veut bien écrire la personne qui l'écrit», tu vois? Alors qu'un test d'intrusion, c'est autre chose, quoi, tu vois? Donc Mmh. pour moi, une bonne certification, peut-être il y a des choses à remplir, mais il faut aussi qu'il y ait un assessment externe de quelqu'un qui est vraiment, entre guillemets, «indépendant», et qui a pas d'intérêt, parce que ça c'est aussi important, hein, parce que des fois les auditeurs sont pas toujours, Mmh. bah, entre guillemets, n'ont pas, ils ont des fois un petit peu un intérêt dans l'affaire. Donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais mais du coup sur les certifications, elles ont quand même toujours un aspect audit technique, non? C'est obligé. Il y a quasiment toujours un aspect audit technique, mais par exemple, quelque chose que je vois beaucoup, bon, aussi parce qu'on est une entreprise, qui fait, du conseil, c'est il y a beaucoup de clients qui nous demandent, qui nous font justement remplir un Excel, mais ils viennent pas vérifier ensuite et je me dis: «Ben, nous, on répond, en toute bonne foi, à, 100 questions sur un Excel». Parfois, il y a des questions, honnêtement, elles ont plus aucun sens parce que, bah, par exemple, nous, on fait pas de on-premise, donc on a que des trucs dans le cloud et il y a plein de questions sur, est-ce que vos serveurs sont bien dans une pièce, où, personne ne peut accéder? Enfin, vraiment, parfois, je me dis: «Mais c'est une blague. Pourquoi est-ce qu'on m'envoie cette question?» et cetera et je pense qu'il y a beaucoup de temps perdu parfois à gérer toute cette paperasse qui pourrait être passée à mieux réfléchir, à comment sécuriser, à former les équipes, à faire de la tech et cetera. Ouais. Oui, puis il y a un aspect formation de l'humain aussi, tu vois? Quand tu me dis, cet exemple-là qui est très intéressant de, bah, est-ce qu'ils sont dans une pièce à laquelle personne ne peut accéder? Ça veut dire quoi, là, personne ne peut accéder? Oui, elle est fermée à clé, super, on n'a qu'une clé, super, mais tu vois? Enfin, je veux dire, les tests d'intrusion, c'est ça, c'est en fait, est-ce que j'arrive à me faire passer pour quelqu'un? Est-ce que les gens sont suffisamment sensibilisés? Mmh. Est-ce que et ça, c'est pas un test écrit qui va te le dire. Il faut que tu testes sur le terrain et puis en plus, tu vois, c'est toujours un peu, c'est pas simple parce que ça dépend des personnes. Tu as des personnes plus ou moins formées, plus ou moins sensibilisées. Enfin voilà, moi j'écoute beaucoup d'histoires d'intrusion physique, c'est très marrant et il y a clairement enfin bon, la plupart des gens, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a toujours un moyen de manipuler, de trouver, mais tu as des gens qui sont, vraiment hyper, alertes, tu vois? Et que qui du coup, augmentent énormément la sécurité de ta boîte. Donc ça, tu les auras pas dans des formulaires. Ouais, ouais, bah, c'est sûr et c'est hyper important de vérifier et de former en continu et de faire des choses, de faire du concret et pas que de la paperasse. Même si la paperasse sert aussi dans certains cas et peut et la politique, ça peut entraîner, le COMEX à débloquer du budget et ça peut ça peut être un levier, c'est très bien, mais il faut pas que ce soit la seule chose faite. Il faut vraiment que la technique suive, enfin, la technique même soit moteur pour améliorer les choses. Bah, c'est comme d'hab, hein, c'est un levier, mais c'est toujours un levier qui est bon quand il va dans le sens entre guillemets de des vrais des ce qu'on devrait être des vraies priorités. Mais comme on n'est jamais Mmh. tous d'accord sur ce que sont les vraies priorités, voilà, on fait de la politique. Oui, tout à fait. Tu m'en as un peu parlé, je crois. Je voulais te demander le meilleur truc que tu avais codé. Hem, Qu'est-ce que c'est le meilleur truc que j'ai codé? Bah, je pense, ouais, c'est mon outil, Spring Access Inspector. OK. Parce qu'il a permis de former des gens. Donc, quand je le montre, bah, ça permet de sensibiliser à qu'est-ce que c'est les problèmes de contrôle d'accès, comment ça marche l'autorisation, qu'est-ce que c'est la différence entre autorisation et authentification. Ah, On a fait, explique-nous, explique-nous. on a fait une conférence avec Paul sur le sujet. Bah, d'ailleurs, on parle au Devox, la semaine prochaine, OK. donc, voilà le 18 avril OK. pour, d'authentification et d'autorisation. Donc la différence, c'est l'authentification, c'est qui je suis. Donc en général, le plus courant, c'est, mon login, mon mot de passe. Ça peut être aussi mon code PIN sur mon téléphone, par exemple, donc voilà et heu et l'autorisation, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de faire et il y a pas forcément besoin de savoir qui je suis pour savoir qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Par exemple, il y a un badge. Si j'ai un badge pour rentrer dans mon entreprise, bah, il peut ne pas être à mon nom. J'ai un badge, je peux rentrer. Bah, ça, c'est de l'autorisation, alors que ma carte d'identité, c'est de l'authentification. Donc OK. voilà Et dans le juste dans beaucoup de le gens confondent. si je fais dans le parallèle avec le code, l'aut l'autorisation non, l'authentification, c'est ma session, en fait. Voilà, c'est ma session, qui je suis, on vérifie et l'autorisation, c'est je peux avoir des droits associés à ma session ou même pas forcément?
Ouais, si, c'est ça. Alors, du coup, dans l'autorisation, il y a 2 types d'autorisation. Il y a du vertical et de l'horizontal. Donc le vertical, c'est, plutôt mon rôle, quelles sont les actions auxquelles je vais avoir accès. Donc est-ce que je suis admin? Est-ce que je suis user? Est-ce que je suis, non authentifié, par exemple? Et je vais pouvoir faire des choses en fonction de ça. Et le contrôle d'accès horizontal, c'est, à quel objet je vais pouvoir avoir accès. Donc par exemple, je vais avoir accès à mon entreprise, mais pas à l'entreprise, et moi j'aurais pas accès à ton entreprise. D'accord. Donc ça, c'est de l'horizontal. Mais c'est souvent Et une combinaison de, enfin, le fait que tu sois telle personne, c'est une combinaison de qui tu es et quel rôle tu as, en fait, souvent, ces trucs-là, c'est ça? Ouais. oui, après, je pourrais très bien, imaginer une session où, bah, je suis juste connectée et ensuite, dans ma session, je peux, avoir, bah, mon cookie qui va être, enfin l'ID de mon cookie qui va être lui associé à mon rôle, à, telle entreprise et cetera et ça, ce sera la partie autorisation qui sera vraiment gérée dans une autre base de données et qui sera gérée sur mes routes et cetera. Donc, OK. voilà, mais les 2 sont quand même très souvent liés. Mais le fait de savoir un peu les distinguer, ça permet aussi parfois de mieux comprendre le problème qu'on a. Est-ce que là, mon problème, c'est que les gens, ils arrivent pas à se connecter ou est-ce que mon problème, c'est, ben, ma route, elle est ouverte à tout le monde? Ou est-ce que mon problème, c'est un truc plus précis de, bah, en fait, l'utilisateur A, il a accès aux données de l'utilisateur B et heu et donc faut que je Ouais. gère ça. OK. Donc OK. et donc grâce à mon outil Spring Access Inspector, eh bien, on a trouvé, plusieurs failles, sur différents projets et donc voilà et c'est vrai que c'est toujours satisfaisant, Bah, ouais. un peu horrifiant, mais quand même satisfaisant de voir qu'on est utile et qu'on trouve des failles et qu'on peut les corriger ensuite derrière et former les équipes. Parce que du coup, c'est un outil spécifique au framework, Spring en Java, Oui, c'est ça? Et tu m'avais dit tout à l'heure, il faisait de l'analyse syntaxique. Donc c'est pas je teste, le service en live, c'est vraiment basé sur ce que tu lis au niveau du code et du coup tu arrives à, parce que c'est assez mystérieux pour moi, comment tu arrives à trouver, tiens, une route, en fait, c'est quoi? Tu regardes s'il y a des conditions d'accès? Tu regardes, ou c'est vraiment lié au oui. framework? Bah, en fait, enfin, comment ça marche dans Spring Boot? Donc il y a des contrôleurs. Donc moi, ce que je vais aller regarder, c'est ces contrôleurs, donc ils sont souvent avec une annotation, @rest_controller, par exemple et ensuite, comment ça marche le contrôle d'accès en Spring Boot? C'est on va avoir 3 décorateurs qui s'appellent, @preauthorize, @secured et @rolltheload qui vont être mis sur la fonction, sur ma route et donc ils vont prédéfinir, le contrôle d'accès, Ah dans oui, donc c'est bien fait. Donc tu as vraiment des voilà. choses dédiées à ça pour le décrire. C'est fait d'une manière assez standard pour que ce soit facile d'aller lire dans le code, OK. OK. de manière assez directe. Alors, c'est vrai qu'on aimerait bien aussi avoir peut-être un truc dynamique. Pour l'instant, on s'en est pas occupé, mais mais peut-être que ça pourrait être une idée et donc enfin, dans l'équipe de sécurité Théodo, on a aussi développé des outils parce qu'on fait pas que du Spring Boot. Moi, je fais beaucoup de Spring Boot, mais on fait aussi, du Symfony et du Django et donc on a aussi développé des outils, bah, Django Access Inspector pour Django et Accent pour Symfony, qui permettent aussi d'aller, bah, regarder pareil le contrôle d'accès, voir est-ce que les routes sont correctement protégées et cetera. Chaque langage a ses spécificités, mais ça permet, Ouais. OK. d'avoir ça. OK. Trop cool. Hem, je voulais t'emmener sur le sujet de ton livre tech préféré. L'année dernière, j'ai lu un super bouquin qui s'appelle, Real World Bug Hunting. Je pense même que je l'ai là pour les gens Ouais? qui ont la vidéo là et oup et je m'en sers pas mal, en fait, c'est l'histoire de Bug Bounty. Donc les Bug Bounty, c'est, bah, des gens qui, enfin des entreprises qui ouvrent leur site et qui rémunèrent, ceux qui trouvent des failles. Et donc l'auteur, il a fait beaucoup de bug bounty et il raconte justement, bah, des histoires de ces bug bounty, comment il a trouvé des failles, combien il était rémunéré, ce qui est toujours intéressant, et assez fun à savoir. Et il explique un peu techniquement, bah, qu'est-ce qui se passe derrière. Le seul point qui manque un peu, je trouve, c'est il explique pas trop comment corriger parce que lui, il a vraiment un background d'attaquant et pas du tout de développeur. Mais c'est vrai que, ça donne déjà une vraie idée de comment pensent les attaquants, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher et qu'est-ce que moi je peux voir aussi, dans les différentes applications. OK. Et il dit les entreprises pour lesquelles il trouve des bugs ou pas? Parce que souvent il y a des
Bah, alors pas toutes. Effectivement, il y a beaucoup de NDA, par exemple, où il peut pas le dire. Mais il y a des bug bounty qui sont publics, par exemple ceux de Google, Facebook, Yahoo, etc. Enfin certaines grandes entreprises. Et donc celles-là, ils citent leur nom. Ils disent bah j'ai trouvé un bug dans tel endroit chez Google, etc. Et c'est vrai que enfin même par exemple chez Google, c'est assez fun quand même de se dire qu'une entreprise qui est énorme, qui est quand même utilisée par des milliards de gens, et ben il y a parfois Oui. des failles Ouais. un peu basiques. Ah ouais, elles sont abordables les failles dedans, elles sont. Alors pas toutes, Ouais. honnêtement, il y en a qui sont très complexes, mais il y en a qui sont pas si complexes et où on se dit bah en fait c'est ça a juste été un peu mal codé et ça a entraîné une faille Ouais, non, mais c'est assez sûr. Mais facilement. en même temps, enfin, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle This is how they tell me the world ends de Ah, Nicole. je l'ai commandé, j'ai pas encore lu. Il est fantastique, tu vas te régaler. Où elle, du coup, elle explique toute l'histoire des cyberarmes, en fait, de toutes ces failles qui ont été exploitées par des gouvernements et tout le marché noir qu'il y a derrière, en fait, hein, où les gens des hackers Mmh. vendent des failles très très chères. Et il repasse aussi sur ce moment où on s'est rendu compte qu'en fait, tout d'un coup, on était en train de produire une quantité de lignes de code hallucinante et qu'en fait, il y avait aucun moyen que tout ça soit sûr. C'est-à-dire qu'en fait, Mmh. des failles, il y en a des quantités, beaucoup plus que on croit. Et en fait, faut être à peu près sûr que des gens qui ont suffisamment de moyens, ils ont accès à voilà. Moi, mon app Akazi, elle est super. On fait attention à la sécurité, mais avec tout ce qu'on utilise, etc., même aussi bien qu'on fasse, il y a des choses qui peuvent être exploitées par des gens qui ont beaucoup de moyens. Et du coup, je trouvais ça, je trouve ça un peu, un peu flippant, mais en même temps, faut se rendre compte que bah, on fait du software avec plein de bugs et même des très grosses boîtes, quoi. Ouais, mais bah, c'est aussi une des grosses questions de tout l'open source, Mm. où justement on se rend compte qu'il y a de plus en plus enfin, en tout cas, il y a des gens qui ont des moyens d'aller investir dans l'open source pour mettre des failles, mettre des backdoors. Ouais. C'est ce qui s'est passé avec XZUtils il y a pas si longtemps. Et il y a plein de trucs, plein de failles dans plein de projets différents. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est hyper grave. Enfin, Oui, puis Exadutils, donc c'est effectivement cet épisode, il était fou. Mais surtout, moi j'avais fait un post sur Exadutils pour expliquer un petit peu ce qui s'était passé avec ces gens qui avaient essayé de prendre le contrôle. Enfin, là j'ai lu sur l'analyse de la faille, c'est du très très haut niveau, hein. C'est assez compliqué. J'ai pas ouais. compris la moitié de ce que j'ai lu, mais c'est pas grave, c'était intéressant. Et en fait, ils expliquaient aussi que évidemment, on en a vu une. C'est le haut de l'iceberg, mais en fait, c'est ce qui se passe dans plein d'autres endroits, sur plein d'autres repos open source. Voilà, il y a des gens qui essayent d'introduire des failles dans des repos open source qu'on voit pas. Et donc, Mmh. j'imagine que pour une qu'on a chopée, je sais pas combien on n'a pas vu, quoi. Ouais, bah même il y a pas si longtemps, là, enfin même il y a quelques semaines, Next.js Oui, on a découvert qu'il y avait un bypass du middleware qui était possible. j'ai vu, ouais. Bah c'est un framework qui est très utilisé et ça devient hyper dangereux parce qu'on se dit bah c'est une zero day, personne l'a jamais utilisé, enfin personne l'a jamais déclaré. Est-ce que personne l'a jamais utilisé? Ben c'est pas si sûr. Ouais, c'est ça. Surtout que la faille est hyper basique de Ouais, mémoire. Elle est pas compliquée. Je veux dire, je mettrai le lien dans le truc. On la comprend assez bien, hein. Voilà, tu rajoutes exactement, un header avec un petit truc et puis pouf, bah voilà, il y a plus d'authentification. C'est super. tout à fait. C'est trop bien. Ok. Eh ben écoute, ce livre-là, je le rajoute. Je suis sûr que tu vas te régaler avec le livre de Nicole Pelleroth. Il est fantastique. Ah bah j'ai hâte. Et je pense qu'il va y avoir un lien, mais je veux pas spoiler. Si t'avais pas été dans la tech, t'aurais fait quoi comme métier? Quand j'étais plus jeune, moi, en fait, je lis beaucoup, j'adore lire, je commande tout le temps des livres et donc moi, être éditeur, ça m'aurait bien plu. Voilà, je me serais bien vue lire des livres et publier des livres. Donc ça aurait pu, T'as pas mais éditeur? Est-ce que quand t'es éditeur, tu lis pas plein de livres qui sont pas ouf? si, je pense aussi, c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait ça finalement. Parce que nous, on a de la chance, ils ont été lus par plein de gens qui nous disent voilà, ceux-là ils sont bien et bon, tu arrives quand même sur des livres pas ouf des fois, mais au moins Ouais, t'as le truc trié quoi. Bon, écoute, tu finalement, on est mieux dans la tech. ouais, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord. Non, j'aime bien, mais je sais pas si je ferais ce métier-là. Mais j'aime beaucoup bouquiner aussi. Mais c'est effectivement, je suis content. Je suis pas très content quand je lis un livre que j'ai trouvé tout pourri. Hein. J'ai Ouais, je suis l'impression d'avoir d'accord. perdu du temps. Et Mmh. ma dernière question pour toi, Marine, c'est est-ce que si je te demande une chose sur laquelle tu as changé d'avis durant ta carrière, qu'est-ce que tu as en tête? Quelque chose que enfin, en tout cas, moi, je suis très volontaire, j'aime faire beaucoup de trucs et quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire, c'est déléguer. OK. Et me rendre compte que c'était hyper important de déléguer. Il m'a fallu
du temps. Aussi parce que j'avais l'impression de moins apprendre ou que je mettais trop de charges sur les gens. Et un jour, une de mes collègues, qui est un peu dans la guilde sécu, et cetera, et je lui ai dit: «Ah, est-ce que tu peux faire, ça pour moi? Est-ce que tu peux traquer toutes les CVE qu'on a, sur nos applications et tout? En fait, j'ai pas le temps, je m'en sors pas». Et en fait, elle a fait un truc 1000 fois mieux que ce que j'aurais fait parce qu'elle a eu 1000 idées et en fait, elle m'a fait énormément réfléchir à, le fait de lui avoir délégué, et elle m'a même remercié un jour de lui avoir délégué cette tâche parce Ouais. que, parce qu'elle s'est rendue compte de tout ce qu'elle avait appris, et que ça lui a permis de développer, ses compétences. Et donc maintenant, j'essaye beaucoup plus de déléguer, et quand il y a des choses que je peux pas faire ou des petits sujets où je me dis: «Ah ça serait intéressant à creuser», j'essaye d'en parler à quelqu'un et de lui dire: «Est-ce que tu veux aller regarder?» Et il y a souvent des bonnes surprises. Ah ouais, c'est un sujet pas facile, je pense que ça dépend un peu des gens, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, mais t'as aussi cet aspect quand tu sais bien faire quelque chose, des fois tu t'accroches un peu au truc que tu sais bien faire, ça te fait plaisir de le faire aussi, des fois, simplement, il y a des choses que t'aimes. Donc, je pense qu'il faut trouver aussi un équilibre. Enfin bref, le métier, il faut trouver un équilibre entre les trucs qui te plaisent et trouver du plaisir. Faut pas déléguer tout ce que t'aimes non plus, tu vois, même Oui, si, voilà. Des fois, faut quand même dire, ah, non, je pourrais le déléguer, mais je vais le faire parce que moi, j'aurais passé une meilleure journée en l'ayant fait moi-même. Mais oui, ouais. oui, c'est vrai. Mais Ça va, heureusement, je fais beaucoup de trucs que j'aime, mais parfois il y a juste trop de trucs à faire. ouais, ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, moi, je vois ce truc-là aussi de 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 me dire: «Je vais déléguer les trucs que j'aime bien», parce que j'ai l'impression que les autres, ils vont bien aimer aussi, et Mmh. garder que pour moi les trucs que j'aime pas. Et en fait, du coup, je passe des sales journées des fois à cause de ça, et en fait, tu peut-être, hein, que les trucs que t'aimes pas, ils vont saouler tout le monde. Faut connaître ton équipe aussi pour ça, mais peut-être que des fois, les trucs que toi t'aimes pas, en fait, il y a des gens, ils vont le faire beaucoup mieux que toi, ils vont bien aimer l'avoir fait et ils vont se sentir valorisés. Donc, il faut Mmh. pas s'en servir comme excuse pour déléguer tous les trucs relous, je pense pas, parce que tu vois, je pense qu'un manager, il doit aussi, des fois éviter que son équipe, elle ait tous les trucs relous à faire, voilà. Mais je pense que des fois, prendre un peu le temps de la réflexion, et se dire, est-ce que ça, il y a pas quelqu'un qui le ferait mieux que moi, qui aimerait bien le faire et qui, à la fin, on aurait tous passé une bonne journée. Ouais. Honnêtement, le truc des CVE, je pensais que ça allait être super nul à faire. Ouais. Et en fait, du coup, cette fille de l'équipe sécu, elle a automatisé, elle s'est bien amusée, et elle a fait un truc hyper chouette que moi j'aurais juste pas pris du plaisir à faire, donc Ouais, c'était vraiment une bonne idée. OK. Eh ben, écoute, très chouette. On arrive au bout. C'était cool. On a parlé de plein de failles, on a vulgarisé plein de trucs. Je trouve ça vraiment, je pense que ça va être trop bien. Écoute, je pense que ça va être un trop bon épisode. Eh ben, je Mmh. te remercie pour tout ça. Marine, est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin? Hem, oui. Moi, ce que je veux recommander, c'est vraiment de lire et raconter des histoires, de sécurité notamment, mais même en général des bonnes pratiques de développement. En fait, raconter une histoire, ça permet de l'ancrer dans la tête des gens, et après ils auront aussi envie de la raconter, et donc c'est comme ça qu'on diffuse les bonnes pratiques. Ouais, OK. Je suis très, très d'accord avec ça. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci pour tout ça. C'était trop chouette. Et puis, Merci Mathieu. avec plaisir. Et puis, je te dis à bientôt, Marine. À très bientôt. Salut. Si vous avez bien suivi cet épisode, comme promis, vous êtes désormais incollable sur le sujet des failles web. Enfin, presque. Par contre, il y a une faille de sécurité incontournable qu'on n'a pas abordée dans cet épisode, les célèbres buffer overflow. Heureusement pour vous, j'ai fait un épisode dédié avec une experte du sujet qui bosse en cybersécurité chez Apple.